Bonjour, alors bienvenue dans un tout nouveau vlog livresque. Nous sommes le jeudi 26 février. Télétravail, heure de repas, donc premier coucou de la semaine, plus tôt que prévu parce que si vous avez suivi mon dernier vlog, c'était le vlog 100% microbes, repos forcé. Comme vous pouvez l'entendre, c'est pas encore réglé. Je tente un retour au travail en télétravail ce matin. Je suis pas trop certaine que je suis sortie du bois, mais bon, à un moment donné, il faut recommencer à essayer de reprendre le cours normal des choses. Alors, je commence le vlog avec aucune lecture en cours, mais avec une lecture terminée que j'ai faite parce que je devais rapporter le livre rapidement. Et c'est le fameux tome 2 de l'adaptation en BD des romans de Pascal Rutter qui s'appelle Le cœur en braille. Et donc, on parle ici de Le cœur en braille 3 ans avant. Donc, selon le roman de Pascal Rutter, c'est adapté par Joris Chamblin et Annelise Nalin. Donc, le scénario de Joris Chamblin et les illustrations d'Annelise Nalin, si j'ai bien compris, publié chez Dargaud. Et c'est comme ça le dit, c'est un opuscule qui se déroule 3 ans avant le premier tome. Donc, une espèce de préquel. Et on va retrouver en fait un des personnages principaux du premier tome, qui s'appelle Victor. On va le retrouver alors qu'il est en cours moyen 2, donc avant son arrivée nécessairement au collège ou au lycée. Et à la maison, ça va moyer. Je ne sais pas ce que c'est en arrière, si je peux... Ouais, je vais la quatrième. Pour sa dernière année de primaire, Victor va jouer le rôle du buisson dans une tragédie grecque, ce qui n'est pas au goût de sa mère, qui avait plus d'ambition pour lui. À la maison aussi, ça sent la tragédie entre ses parents qui semblent pris dans un manège tout détraqué. L'arrivée de l'oncle Zach, grand joueur d'échecs revenu d'un long voyage, ne va rien arranger, car Zach est un ouragan qui balaie les habitudes. Des bancs de l'école à la banquette arrière de la drôle de voiture familiale, c'est toute la vie de Victor qui va déraper. Alors, à l'intérieur, ça ressemble à... je vais vous montrer tantôt. Alors, écoutez, j'ai adoré ça encore une fois. C'était un coup de cœur pour moi. La seule chose, donc, je ne pourrais pas beaucoup vous en dire, parce que, en même temps, c'est un préquel, donc ça peut vraiment se lire indépendamment, mais quand on a lu le premier tome, qui est 3 ans plus tard, on comprend en fait un peu mieux pourquoi le Victor du premier tome et comment il est. Donc, Victor, c'est un jeune garçon avec un regard très poétique qui pose sur la vie. C'est quelqu'un qui a toujours une phrase tout bien enjolivée pour décrire les choses, qui sait dire les mots sur les choses, mais qui sont des mots justement qui sont remplis d'émotions plutôt que nécessairement juste des mots cartésiens. Il y a une famille vraiment atypique. Son père qui est vendeur d'assurance, mais qui visiblement est peut-être pas nécessairement à sa place là-dedans. Sa mère qui aimerait que tout marche carré, puis qu'on sent qu'il y a une grosse charge mentale sur les épaules. Victor va aussi rencontrer une voisine qui, on le comprend, a perdu sa sœur qui jouait d'un instrument de musique. Et vient là ici le bémol dont je parlerai un petit peu plus tard. Et l'oncle de Victor, qui est un oncle particulier, une espèce d'oncle prodigue, qui est toujours en train de se promener un peu partout à travers le monde pour jouer aux échecs et gagner de l'argent, mais qui n'a absolument pas de domicile fixe, qui débarque dans cette famille-là. Donc, c'est le frère du père de Victor qui débarque dans cette famille-là, qui va déjà pas tant bien en ce moment. On sent que les parents, c'est pas facile, comme s'ils n'étaient plus vraiment rendus à la même place dans la vie, dans leur vie commune. Donc, l'oncle débarque, il vient tout bousculer, il s'impose là-bas. Puis c'est un oncle qui est en mode genre carpe diem. Donc, complètement à l'envers de qu'est-ce que, dans le fond, la maman de Victor est. Il semble avoir besoin pour peut-être souffler un peu. Et le père de Victor, qui est un peu... C'est un gars qui fait de l'assurance pour un boulot alimentaire, mais on sent qu'il est ailleurs. Il adore les casse-têtes, il adore faire de la mécanique, de la vieille voiture de son père. C'est un peu un gars qui a des projets, mais qui n'est pas vraiment réaliste ou ancré dans le réel, fait que ça se passe pas toujours bien. Donc, l'arrivée de cet oncle-là va à la fois faire voir à Victor que peut-être que finalement, l'essentiel dans la vie, c'est peut-être des petites choses qui ne sont pas nécessairement les choses qu'on attend de nous, mais bien des choses qu'on peut mettre en place ponctuellement. Mais ça va aussi potentiellement créer une gigantesque fissure dans la famille de Victor. On va découvrir plein de personnages, on va découvrir, comme je vous dis, la famille de Victor qu'on voit un peu moins quand on découvre le fameux Victor du premier tome. Mais on va comprendre quand même d'où son espèce de tempérament justement artistique, poétique vient, d'où son attachement potentiel à
la personne avec qui il va interagir dans le premier tome, donc la jeune fille qui a un super grand talent de violoncelle, mais qui malheureusement perd progressivement la vue. Dans le fond, d'où ça va potentiellement venir, parce qu'on sent qu'il a quand même eu dans le passé sa bonne relation avec une voisine un peu plus vieille que lui, mais qui lui a appris justement à se dire qu'il faut profiter des gens qu'on aime ou il faut essayer de faire des choses pour les gens qu'on aime bien avant que ce soit trop tard. Bref, est-ce que c'était fidèle au livre? Je ne sais pas, j'ai pas lu la série de livres. Est-ce que c'était un préquel essentiel? Peut-être pas. Est-ce que c'était hyper agréable, puis doux, puis émouvant, puis touchant, puis juste, puis complètement déjanté? Absolument. Est-ce que j'ai envie d'avoir les deux tomes chez moi? Absolument. Le seul mini bémol que j'ai, c'est mon petit côté cartésien qui, tout au long de la BD, je me suis posé la question, est-ce que j'étais censée reconnaître des personnages qui vont revenir, ben, c'est un peu compliqué là, mais des personnages du tome 1 qui potentiellement auraient déjà été présents dans ce préquel-là. Surtout avec l'arrivée de la voisine, dont la petite sœur, non, la sœur est décédée, puis c'était une sœur qui jouait de la musique, puis que dans une photo qui nous montre, à moins que je sois mal informée, mais elle ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau à la jeune fille que Victor va rencontrer dans le tome 1 et qui joue de la musique et qui perd la vue. Donc là, si ça avait été quelque chose qui s'était passé après, j'aurais compris, mais là, on dirait que ça m'a un peu mélangé, puis je me suis dit, y a-t-il quelque chose qui m'échappe? Est-ce qu'il fallait que je fasse un lien? Est-ce que cette voisine-là, finalement, étrangement, c'est une personne qui a un lien avec le tome 1, mais en même temps, la sœur dont elle parle, dont on parle, qui a un grand talent pour la musique, est décédée, donc ça peut pas être ça. Bref, c'est seulement cette petite affaire-là, mais comme c'est une adaptation en roman graphique, est-ce que dans le roman, c'était plus clair? Je ne sais pas. Mais cela dit, que vous ayez lu ou pas le tome 1, ce tome-là est agréable. C'est pour moi, ça a été un coup de cœur. C'est quelque chose que je trouve absolument sublime, qui me donne encore plus le goût de lire les romans dans le sens où j'ai pas l'impression que ça a été mal interprété ou que les décisions que Joris Chambly a dû prendre pour le scénario ont été faites en sacrifiant l'essence des romans. Donc, tout ce que ça me donne, c'est donner envie, c'est d'en avoir encore plus en lisant le roman. Mais comment passer à côté? En plus d'une si belle adaptation visuelle, je vais essayer de vous faire montrer peut-être quelques... Ça, c'est un peu un exemple de comment Victor perçoit les choses. Il y a aussi une tante là-dedans, j'avais oublié, qui est la sœur de sa mère, qui est une personne qui semble être une neuroatypique non-verbale. Donc, pour elle, toutes les choses ont une interprétation différente. Puis comme là, il va aller la voir et c'est comment qu'il s'imagine que ça se passe quand il va la voir, comme s'il descendait dans une caverne. C'est vraiment particulier, parce que c'est pas ça qui se passe. Je vais vous montrer la planche, mais c'est vraiment celle-ci. C'est simplement comment il se sent quand il va voir sa tante. J'ai trouvé ça superbe. Donc, cet exemple-là. Sinon, ça ici, vraiment, que c'est la fameuse voisine dont la sœur est décédée parce que... bon, puis qui jouait de la musique. Puis qu'elle ressent l'impression de pas remplacer sa sœur, mais d'avoir un certain talent, mais elle n'a pas nécessairement ce talent-là. Bref, excellente lecture. Cette série-là, en général. En roman, peut-être, je ne l'ai pas lu. En adaptation BD, absolument. Je veux les avoir chez moi, les deux. C'est trop bon. Donc, bien contente de l'avoir lu. Merci à la bibliothèque. Et bien voilà, après ce long premier segment, allez, sans plus tarder, on se lance ça, ce nouveau vlog-là. Bonjour vous autres. Alors, on est le samedi 28 février. Et oui, c'est jour de ma fête. Et j'étais au travail ce matin. Je suis revenue cet après-midi. On a une petite sortie pour ce soir. Mais avant d'aller fêter, je me suis mis en pitch. Je sais pas si c'est nécessaire quand vous revenez à la maison. Mais moi, c'est comme mon délice de la journée de aller travailler, revenir, me mettre un petit peu en pitch, puis après ça, ressortir. En plus, j'ai eu des chocolats. Donc voilà. Maintenant, vous savez tout sur ma vie. Alors, anniversaire aujourd'hui, mollo. Par contre, j'ai entamé une nouvelle lecture audio. Je me suis posé la question ce que j'allais écouter parce que on entame demain le Marceau féminin. Donc, je vais déjà vous avoir mis en ligne ma pièce à lire, en fait. Donc, le Marceau féminin, pour rappel, c'est un défi littéraire qui est propulsé depuis presque 10 ans par Fluent Books et qui propose en fait tout simplement de mettre de l'avant la lecture d'autrices pendant le mois de mars. Donc, selon différentes catégories, mais c'est plutôt l'idée, c'est de
stimuler notre envie de lire des livres écrits par des autrices. Donc, c'est ça le but. C'est vraiment devenu une habitude pour moi d'avoir ce rendez-vous-là en mars. Donc, voilà, j'ai fait ma pioche à lire. Et ben, comme c'est demain, ben, je me disais juste toujours un peu ça quand il reste 1 ou 2 jours avant un défi. OK, je peux lire ce que je veux, là, mais dans ma tête, je me disais, tu sais, mon petit cerveau un peu psychologique, je me suis dit, bon, ben, faudrait que j'ai une lecture que je puisse terminer avant d'entamer le mars au féminin. Puis en plus, j'avais des heures qui me restaient, c'est rare, là, mais des longues heures d'écoute audio qui me restaient sur une plateforme à laquelle je suis abonnée, donc Nextory. Et ben, finalement, j'ai commencé un livre hier. J'en ai commencé 2, 3, ça n'a pas fait. J'ai commencé un Éric Foissier, qui n'était pas une nouvelle parution d'Éric Foissier, mais plutôt une ancienne qui vient de ressortir, qui est Mort thématique, je pense, les enquêtes de Gaspard Clou. J'ai commencé, mais on dirait que ça se passe dans une époque contemporaine, contrairement aux autres romans d'Éric Foissier qui sont... il me semble qu'il y en a un qui se passe au Moyen-Âge, puis l'autre, c'est au 19e pour le Bureau des affaires occultes. Puis là, je me disais, ça a l'air intéressant, ça a l'air un petit peu moins alambiqué, disons, que les autres romans. Puis je m'étais dit, je vais le commencer. Puis en plus, c'est un auteur, donc je vais peut-être lire un auteur avant de me lancer dans un mois presque exclusivement, où je vais lire presque exclusivement des autrices. J'ai commencé, mais j'aimais pas tant la plume, on dirait. Je sais pas, c'était un peu... On dirait que c'était un peu lourdeau, mais en même temps, je pense pas que c'est un nouveau roman, c'est juste une... Ils ont ressorti une ancienne parution, je pense, de sa part. Donc, ça le faisait pas. Après ça, j'ai hésité à commencer le dernier Eva Björg Eggisdottir, qui est un stand-alone. Je vous mettrai la vignette, là, si je pense. Puis là, j'étais pas sûre. Eva Björg Eggisdottir avec les Elma, ça avait fonctionné, mais pas totalement. Donc là, j'étais plus sûre. Bref, je me suis rabattue sur une valeur sûre. Et oui. Et je me suis rabattue sur l'Écosse de Anne Cleeves. Donc, avec sa série Shetland. Donc, je suis rendue au tome 3. Et bien, c'est ça, c'est dans un tome où on va encore une fois retrouver l'inspecteur Pérez. Et cette fois-ci, ça va être une enquête qui va tourner un peu plus autour de Sandy, qui est un des collègues de Pérez, qui est un agent de police, qui est peut-être pas comme on dit, le couteau le plus aiguisé de la boîte, mais bon, qui a grandi sur une des îles de Shetland, une petite île bien éloignée. Et en fait, c'est Sandy qui est en visite là, chez ses parents et tout ça. Puis, bien, en fait, il y a la grand-mère de Sandy qui est une femme qui a toujours été assez déterminée, puis elle a sa propre opinion, puis elle veut bien se débrouiller par elle-même et tout ça, et qui habitait seule un peu sur... je sais pas si c'était un croft qu'elle avait, mais en tout cas, je sais pas si c'était une petite fermette, mais il me semble que oui. Et dans le fond, elle va être retrouvée morte dans son jardin. Puis sur le coup, c'est Sandy qui va la trouver parce qu'il va la visiter, puis il la trouve pas dans la maison, donc il va aller dehors, même si c'est pas vraiment typique parce qu'il y avait eu du mauvais temps et tout. Puis il va la retrouver morte dans son jardin, puis elle est morte par balle. Et là, ben finalement, s'enclenche une espèce d'enquête. Évidemment que là, Sandy va évidemment demander de l'aide de l'espèce de centrale de police un peu plus élaborée, dans le fond, pour Shetland. Puis c'est Perez qui va venir. Évidemment, comme Sandy est concernée, puisque c'est sa grand-mère qui est décédée, ben là, Perez va dire, ben tu peux pas vraiment être sur l'enquête officielle parce que tu es concerné directement. Et là, ben va s'en suivre une enquête où, ben, visiblement, il y a la famille potentielle de Sandy qui va être un peu impliquée, son cousin, entre autres. Tout ça en parallèle avec des fouilles archéologiques qui se faisaient justement sur le terrain qui s'appelle Mima, donc Jemima, mais Mima, qui était la grand-mère de Sandy. Et il y avait des fouilles archéologiques qui se faisaient, donc il y avait 2 étudiantes postdoctorales qui étaient là pour faire des recherches et tout. Donc il y avait ça en cours. Puis dans le fond, on suit un petit peu aussi leur recherche. Ils ont fait certaines découvertes. Ils étaient à la recherche de... leur hypothèse, en fait, c'est que cette maison-là, en fait, n'était pas juste une ferme qui avait été potentiellement une maison où il y avait eu du commerce qui s'était fait dans le passé, à l'époque où les îles de Shetland étaient comme plus proches de la Norvège que, je veux dire, de la vie norvégienne ou scandinave, en fait, que de l'Écosse. Et voilà. Donc, tout ça se passe en parallèle. Pérez arrive encore une fois avec sa candeur tranquille, mais en même temps, c'est vraiment un policier qui est comme
hyper alerte, même si de l'extérieur, il a l'air d'être plutôt calme et à la limite placide. Avec aussi sa vie personnelle qui évolue. Comme je vous disais, bien évidemment que si vous avez vu l'adaptation de la série Shetland qui était présentée, je pense que c'est sur la BBC, qui était présentée, ben il y a plusieurs détails qui sont différents dans le sens où, premièrement, Pérez n'est pas du tout comme il est décrit dans les romans, là, mais surtout que quand on attrape Shetland dès le départ, au premier épisode, il y a beaucoup d'éléments de la vie personnelle de Pérez qui ont comme été devancés. Donc, il y a vraiment comme un développement au niveau de sa vie personnelle qui est devancé par rapport à où ça devrait être par rapport à la série Shetland d'Anne Cleeves. Donc, je m'y plais toujours autant. Le narrateur est excellent, encore une fois. Accent et tout. J'ai l'impression d'être là-bas. J'ai l'impression de d'être sur les îles sans être obligée de me taper le mal de mer des transports. Parce que oui, j'ai le mal des transports. C'est toujours aussi prenant. C'est jamais aussi simple que qu'est-ce que ça peut en avoir l'air quand on lit du Anne Cleeves. Il y a toujours on est toujours un peu, je dirais pas le morally gray, mais disons que ça secoue un peu les convictions. C'est toujours les questionnements de, ben, la justice, il faut qu'elle soit respectée, mais en même temps, jusqu'à quel point c'est vraiment un esprit insulaire dans cette série-là. Donc, tout le monde se connaît, tout le monde sait tout, mais personne ne dit rien. Jusqu'à quel point les gens savent tout, jusqu'à quel point on peut ne pas intervenir dans certaines situations pour ne pas trop froisser la dynamique en fait insulaire. C'est vraiment pas facile. C'est toujours aussi enlevant dans le sens où, peut-être pas autant que dans Peter May, mais l'atmosphère des îles de Shetland est quand même potentiellement un certain... est quand même potentiellement un personnage presque. On a un tout petit peu moins de description atmosphérique quand même que dans Peter May, mais on perçoit comment on pourrait se sentir si on était sur les îles de Shetland. Puis c'est ça qui, à chaque fois, me fait revenir à cette série-là. Ça et les personnages, bien entendu. Donc, j'aime beaucoup ça. Pour le moment, je l'ai en livre audio. Je l'ai aussi mis sur ma liseuse. Là, ben, je suis contente, je vais pouvoir au moins pouvoir le lire en alternance. J'adore le livre audio, mais comme à chaque fois que je lis du Anne Cleeves, si je veux en savoir un peu plus puis avancer un peu plus, ben, j'aime ça pouvoir le faire en autonomie aussi, en version numérique, pas nécessairement avec les écouteurs. Donc, ben voilà. Donc, je vais vous reprendre quand j'aurai des nouvelles choses dont je veux vous parler. Ah, c'est vrai, puis là, même, mon copain est dans la chambre, mais j'ai aussi un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque hier. C'était un livre que j'avais identifié quand j'avais fait ma promenade au Indigo, me semble, post-début d'année 2026, que j'avais trouvé chouette, mais j'avais juste feuilleté. Puis dans le fond, ça a donné, puis c'est même pas moi en plus qui fait les achats pour cette catégorie de livres-là, mais ça a donné qu'on l'a à notre bibliothèque. Donc, ben voilà, je l'ai réservé, puis ben finalement, je l'ai entre les mains. Donc, je vous garde la surprise et je vous le présenterai en espérant que j'oublie pas. Je vous présenterai au cours de ce vlog-ci. Alors, à tout de suite! Et bonjour! Ouh, beau look de matin! Je vous prends rapidement juste parce que, pour vous dire que ça me tente pas du tout d'aller courir. En fait, ça fait 7-8 jours que j'ai arrêté de courir parce que j'étais vraiment malade, donc c'était juste pas intelligent d'y aller. Mais là, il fait super beau aujourd'hui, il fait très froid. Je vais bien depuis vendredi, mais là, depuis ce matin, j'ai commencé à avoir mal à la gorge. C'est souvent comme ça quand on a eu une grosse infection. Là, ça va rouler un peu en boucle, sans doute dans mes sinus et tout ça. Puis, il faudrait quand même que je recommence dans le sens où ça me fait du bien au final. Donc, je vais y aller. Mais ça fait 1 heure que je me dis que je vais y aller, puis j'y vais pas. Donc, ben voilà, je voulais juste me dire que si jamais je vous prenais puis que je vous le disais, peut-être ça allait me motiver. Fait que je vais essayer d'y aller. De toute façon, j'ai un bon accompagnement. Je vais continuer mon Anne Cleeves. Et si j'y suis allée, je vais peut-être aller me promener un peu en magasin aujourd'hui. Peut-être. On verra. Donc voilà, je voulais juste vous montrer l'envers de tous ces gens qui sont déterminés à aller s'entraîner. Il y a très souvent, en tout cas, un moment où on se dit blablabla. Puis là, c'est pas une question de se dire faut que j'y aille, j'ai un entraînement à suivre, tout ça. C'est moi, j'y vais parce que ça me fait du bien au final. C'est juste que je suis toujours contente d'être rendue pendant et après, mais le avant, voilà.
je suis pas plus déterminée que n'importe qui a la flemme de faire de l'exercice. Je fais juste finalement me dire, bon, ben voilà, habille-toi. Puis je pense que même pour me motiver, je vais partir mon hand leaves dans mes écouteurs pendant que je le prépare. Comme ça, je vais vouloir continuer mon livre et aller dehors. Voilà, c'est un petit truc pour aller s'entraîner malgré tout. J'espère que ça va vous être utile. En tout cas, à moi aussi. Bonjour vous autres. Alors, on est le lundi 2 mars et on se retrouve en fin d'après-midi parce que, comme à tous mes lundis de congé, je m'étais dit que je voulais faire 1 500 000 choses. Et finalement, je suis partie en cavale. J'ai acheté des trucs qui ne sont pas livresques, mais qui vont avoir un rapport, vous allez voir. Mais j'ai surtout terminé en livre audio ma lecture du tome 3 de la série Shetland d'Anne Cleeves, donc Red Bones. C'était vraiment excellent. À chaque fois que plus je lis les tomes, puis plus je trouve que Anne Cleeves a vraiment une façon de particulièrement nous créer des personnages qui sont crédibles, émouvants, en 3 dimensions, faillibles et tout. Plus ça va, plus je m'attache évidemment au personnage de Perez, mais aussi Sandy, qu'on finit par voir éventuellement dans Shetland, qui est un agent qui est un petit peu plus... dont la compétence est souvent remise en cause parce que c'est quelqu'un qui est un petit peu plus, disons, simple, en mode de premier degré. Mais dans celui-là, on en apprend beaucoup sur lui, sur qu'est-ce qu'il y a comme potentiel finalement, qu'est-ce qu'il y a comme histoire de famille. C'est touchant, on a encore, comme je vous disais, l'esprit insulaire. Je trouve que c'est une écriture qui n'est pas totalement utilitaire, comme je l'expliquais, c'est un peu un entre-deux, on n'est pas dans... le fleuri de la plume de Peter May. L'Écosse n'est pas aussi présente. Shetland est présent en termes d'atmosphère, en termes de ce que ça propose comme culture populaire, folklore, réalité. Difficile d'être sur des îles isolées. Mais après, il y a moins de descriptions, comme je vous disais, mais étrangement, de 2 façons différentes, à la fois Anne Cleeves et Peter May arrivent à vraiment nous transmettre, nous donner l'impression qu'on y est, nous transmettre l'envie d'y être, nous transmettre l'envie de découvrir les personnes qui y habitent. Pour moi, ce sont des vraies personnes. Je sais que c'est de la fiction, mais dans ma tête, ils existent pour vrai. C'est toutes des gens qui ont leur part de secret, comme dans la réalité. C'est juste concentré parce qu'on est sur une île. C'est souvent des gens qui ne sont pas beaucoup sortis de leur île. Et ben, comme on sait, la vie, des fois, c'est rarement une ligne droite. C'est souvent avec beaucoup de tournants. Et je trouve que ce tome-là en particulier, c'est ça qui met de l'avant. Oui, on va voir une immense évolution du personnage de Sandy parce qu'il va être dans un grand tournant à ce moment-là de sa vie. Mais il va aussi être témoin de tous les tournants qui ont mené les gens qui l'entourent, où est-ce qu'ils sont maintenant. Et ça, ça prend toute une pub pour nous le faire... nous le faire percevoir à ce point-là, je trouve, avec justesse. C'est pas un déluge d'émotions, show-off. C'est quand même tout en finesse. C'est assez simple, finalement, à l'image des personnages qui nous sont présentés. Et pourtant, quelle complexité de l'humain qui nous est présenté là. L'intrigue aussi assez bien tricotée. Cette fois-ci, c'est une intrigue, j'en dirai pas plus beaucoup que le début parce que sinon je ne veux pas vous divulgacher, mais ça met de l'avant en effet l'archéologie
le souhait de faire découvrir au monde versus ce qui, ce qu'on a l'impression qui peut-être devrait rester caché. La force d'une rumeur répétée dans tous les sens du terme, à quel point ça peut affecter les gens. Ça, c'est pas nouveau pour nous, mais ça, c'est aussi au cœur, dans le fond, de cette intrigue-là. L'importance de la famille, qu'on ait l'impression ou non que ce l'est pour nous. L'importance de la famille, en tout cas dans ce milieu-là, les racines, même pour ceux qui se sont volontairement déracinés. J'adore ça, j'adore ça. À chaque fois que j'en écoute, le narrateur est excellent. Mais à chaque fois que j'en écoute, je trouve que c'est fondamentalement différent de la série dans le sens où il y a beaucoup d'éléments qui ont été changés pour des fins d'entertainment de télé. Mais cette ambiance-là dont je vous parle, qui est la place de Shetland dans le cœur des personnages qui sont présentés et la richesse des personnages, c'est quelque chose qui se retrouve à la fois dans l'adaptation télé et sous la plume d'Anne Cleeves. Donc, pour moi, ça vaut vraiment la peine de continuer ma découverte. Donc, très heureuse. Première lecture terminée de mon mars, qui va être le mars du mois mars au féminin. C'était pas dans ma pièce à lire, mais comme Anne Cleeves est une femme, tant mieux. Voilà. Donc, lecture terminée. Et finalement, j'ai décidé d'entamer quand même mon mars au féminin en commençant la lecture de ce titre. Donc, l'affaire Petit Prince, une enquête de Pierre Bayard, détective privé de Clémentine Beauvais. C'est publié chez Sarbacane. Et je ne sais pas si je vous avais lu le résumé, mais j'en ai parlé dans la pièce à lire du mars au féminin, mais je vais vous le relire quand même au cas où. Interdit d'enquête depuis quelques années, Pierre Bayard, célèbre détective, s'ennuie ferme en compagnie de son associé Edith. Jusqu'au jour où ils sont enfin appelés à l'aide pour résoudre une énigme. Mais leur contact disparaît avant même d'avoir pu les rencontrer, ne laissant qu'un indice pointant vers l'un des textes les plus lus de tous les temps, Le Petit Prince. Flanqués de leur ingénieux voisin de 12 ans, Minuit Pile, et de sa meilleure amie, la frondeuse Batcasse, Pierre Bayard et Edith se lancent aussitôt dans l'enquête. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Je l'ai commencé. J'ai commencé en voie d'accompagnement en plus parce que j'étais dans la voiture. Puis quand j'ai terminé Anne Cleeves, je n'étais pas à côté de chez moi. Donc, je suis déjà rendue à la page 40. Évidemment, c'est un livre que j'aurais mieux lire en papier parce que c'est quand même des petites illustrations. Il y a un effort de mise en page. C'est complètement déjanté à la Clémentine Beauvais. C'est excellent. Ça me fait un peu penser à l'esprit de peut-être Georgette et Magritte. Les enquêtes de Magritte et Georgette. De Nadine Monfils. C'est encore une fois un roman policier jeunesse qui ne se prend pas au sérieux, mais qui est fait sérieusement. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, les choix qui sont faits littéraires sont extrêmement bien faits, rigoureux, mais c'est hilarant. Je riais tout seul au volant quand je suis arrivée. Quand je suis revenue à la maison, je voulais vous marquer un extrait pour pouvoir vous le lire. Je ne sais pas si je peux le retrouver rapidement. C'est juste drôle. Là. Mais par exemple, c'est lorsque en fait ces deux personnes-là sont là, bon, Pierre Bayard, c'est un détective parce qu'il fait partie des chevaliers de la littérature. L'acronyme, c'est CLÉ. Chevalier. Non, c'est pas écrit. Chevalerie. Bon, c'est l'ordre de la chevalerie de lecture experte de France, donc CLÉ. Et cet ordre-là est là pour justement donner du sens à la littérature, mais Pierre Bayard a toujours été une espèce de un petit rebelle parce que lui, dans le fond, les questions qu'il s'est toujours posées, c'est des trous qui sont dans les histoires des livres, genre pourquoi telle personne meurt de cette manière-là alors que ça fait aucun sens. Et il a toujours mené des enquêtes justement dans cette optique-là. Et puis, ça a un petit peu déplu à l'ordre de la Clé. Et il a été banni d'enquête. Donc, il y a eu un jugement et il n'a plus le droit d'enquêter. Et donc, lui et son associé Edith sont en chômage forcé. Et c'est pas tant le chômage qui est problématique que le fait que c'est un grand curieux qui a envie de se mêler des choses qui ne le regardent pas. Puis ce matin-là, il va décider de braver l'interdit parce qu'il va avoir une petite annonce dans le journal de quelqu'un qui recherche un détective discret. Et là, dans le fond, c'est une scène où les deux attendent
ben, la personne a sonné et ben, ils attendent patiemment que cette personne-là qui a besoin de leur service se présente. Bon, je voulais l'extrait, là, c'est en page 24 du livre. Le détective sourit, tonitruant. Premier étage, gauche! Pressa le symbole en forme de clé, entrebâilla la porte et alla rapidement prendre place dans un fauteuil en osier qui crissa sous son poids. Il a un mystère très pressé, articula-t-il à l'adresse d'Édith, et les deux amis se livrèrent à une courte bataille de haussements de sourcils significatifs. Juste ça, tu sais, c'est pour vous dire. Et, je sais pas. Bon, ça continue un peu, puis après ça, on a un dialogue entre les deux, parce que vraiment, Pierre Bayard est super impatient de voir les gens, puis il joue avec du scotch tape, donc du ruban autocollant qu'il avait utilisé pour aller mettre une petite affichette en bas. Et là, tu as Edith, lui qui est bien impatient, qui dit « Ne recommencez pas à vous scotcher les doigts, Pierre. Pardon, c'est nerveux. Je comprends, mais il va arriver. Il met bien longtemps à monter l'escalier. Son mystère est peut-être lourd à porter. » Ça n'arrête pas, c'est comme ça, sans arrêt, c'est hilarant. J'ai à date puis là, écoutez, c'était en lecture d'accompagnement que je l'écoutais, donc absolument aucune valeur ajoutée. Mais la plume, c'est Clémentine Beauvais, là, cette plume. Donc voilà, jusqu'à maintenant, ça me plaît beaucoup, beaucoup. Donc bien heureuse d'entamer officiellement ma pièce à lire du Marceau féminin. Et je vais vous montrer ce que j'ai été chercher. Donc, j'attendais d'avoir un peu entamé mon projet, comme vous avez pu voir mon petit carnet de lecture que je fais ponctuellement. Désolée, c'est très spontané. J'essaie de m'installer comme ça pour vous faire un petit coucou parce que ben, mon copain s'en vient parce que j'ai trop bretté toute la journée pour faire ça, mais bref. Et donc, avec mon projet, je fonctionnais avec, vous avez pu le voir, des couvertures de livres que je faisais imprimer et que je découpais pour ensuite coller. Je me disais en fait que c'était la meilleure chose parce qu'il existe bien sûr des mini-imprimantes. J'ai une imprimante à la maison, mais je manque toujours d'encre. Puis il existe des imprimantes qui permettent d'imprimer directement en mode autocollant. C'est pas nécessairement donné, puis je me disais, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Mais je me disais, tant que j'ai pas commencé mon projet vraiment, je ferai pas d'excès. Là, ben voilà, j'ai commencé mon projet. Et écoutez, je suis tentée par cet objet-là depuis que Book & Cup nous le montre beaucoup, surtout cet été quand tu étais en voyage. Et la version, je pense, un petit peu plus vieille, mais de cet objet-là. Puis je m'étais dit, bon, OK, on va voir. Mais finalement, je me suis procuré. Donc, je me suis procuré une petite Ivy. D'ailleurs, je me demande si c'est pas... Oui, c'est ça. Donc, une mini imprimante Canon qui s'appelle la Ivy. Cette fois-ci, c'est le modèle Ivy 2. Et c'est une imprimante qui permet de faire, là, je ne sais pas si on le voit bien, mais des impressions, soit en photo ou en format autocollant. Et tout ça par mode Bluetooth. Donc, voilà. Alors, c'était pas nécessairement quelque chose d'indispensable, mais j'ai envie de me faire le plaisir pour ma fête. Donc, je suis allée le chercher aujourd'hui. C'est ça que j'ai fait. Puis, c'est un petit peu plus long que prévu. Et en revenant, je me suis ramassé quelques trucs à des endroits où c'est le royaume du dollar. Donc, pour compléter un peu mon cahier, donc un cahier comme ça, c'est des blocs de papier prédécoupés. Donc, ben, à l'arrière, on voit un peu ce que c'est. Ça vous donne des formes, en fait, qui sont juste en papier, qui ne sont pas autocollantes, mais que vous pouvez détacher et ensuite coller dans les... J'essaie de voir si je peux vous en trouver un. Il y en avait un qui était justement sur les livres. Oups. Ah. J'essayais de l'ouvrir, mais il est collé. Ce sera pas long. J'étais là, voyons, ça va donc bien mal. Bon, c'est des trucs sans doute de... Oups. C'est des trucs de scrapbooking, mais moi, je suis pas très scrapbooking. Mais bon, c'est le genre de forme comme ça ici. Puis, ben, en fait, vous détachez la forme et ensuite, vous l'installez. Je me cherchais un système de pointage pour mettre en dessous parce que vous avez pu voir, j'ai découpé des petits cœurs dans un papier origami que j'avais puis je les collais, sauf que c'est tellement petit que il y a toujours beaucoup de colle qui dépasse, même si je fais attention. Puis ça fait que mes pages collent ensemble. Mais je me suis dit, bon, il faudrait que j'aille avec des autocollants. J'ai acheté des autocollants ou des étampes, mais je n'ai pas trouvé d'étampes ni de poinçons en forme de cœur ou d'étoile. Là, pour le moment, j'ai pris deux choses qui sont, à mon avis, pas adaptées, mais bon, il fallait bien que je les prenne. Donc, j'ai pris des petites étoiles comme ça, au cas où. Ou des points, si je me décide d'y aller quelque chose de plus neutre. Donc, c'est pas quelque chose de majeur. Puis, ben, je me suis acheté un petit peu de washi tape, pas tant, bon, très de base, mais juste, je me suis dit que ça pourrait être utile pour faire le carnet de lecture. Donc, voilà, c'était mes achats non livresques,
mais qui finalement vont me permettre de faire mon carnet de lecture. Puis désolée pour mon chat, vous entendez hurler en arrière, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a en ce moment, mais elle a envie de s'exprimer. Alors voilà, je vous ai tout dit. Je me lance dans la fin de mon après-midi. En espérant de me garder des petits moments quand même. Je l'ai commencé mon carnet de lecture aujourd'hui, mais je vais peut-être essayer de au moins faire le setup pour la mini-imprimante pour voir comment ça va. Puis je vous reviendrai quand j'aurai avancé un petit peu plus dans ce livre délicieusement hilarant. Puis ben voilà, donc à tout de suite! Bonsoir. Alors, on est le mercredi 4 mars et soirée donc éclairage de schnout, tout pète dans les yeux, je suis désolée. Éventuellement, je vais arrêter d'avoir l'air d'un chien barbet. Mais bon, si je fais puis tout ça, vous saurez c'est pourquoi. Donc, je vous parle d'abord parce que j'ai terminé de lire ce livre qui est ma première lecture de ma pièce à lire du mars au féminin officiel. Et c'est L'affaire Petit Prince de Clémentine Beauvais, donc publié ici chez Sarbacane. Et c'était complètement un coup de cœur. C'est un bijou, ce roman-là. C'est excellent. J'ai apprécié toutes les étapes de cette intrigue, tous les moments de cette expérience de lecture. Je réitère que la plume de Clémentine Beauvais, dans ce cas-ci, est à... Ben, en fait, c'est rarement le cas qui n'est pas nécessairement à son état optimal, mais dans celui-là, quel talent pour jongler avec tout ce qu'elle pouvait avoir comme artifice stylistique, choix littéraire, référence à la fois politique, humoristique, littéraire, donc des références, je veux dire, en fait, là, qui peuvent potentiellement en fait, faire sourire le lecteur à différents niveaux. J'ai passé une bonne partie de ma lecture à pouffer de rire, mais pouffer de rire comme dans quelqu'un qui nous chuchote à l'oreille une super remarque vraiment comique, alors que les autres dans la pièce l'entendent pas. Donc, ce genre d'humour-là. Donc, c'est de l'humour qui, a priori, est fait pour être très évident. Mais en même temps, il y en a tellement des petites plages comme ça un peu partout que des fois, il y en a auxquelles il y a des moments où on porte moins attention. Par exemple, la plupart des personnages que Clémentine Beauvais va mettre de l'avant ici vont avoir des noms absolument savoureux, qui vont tous vouloir dire quelque chose. Donc, si je me suis souvent extasiée devant vraiment l'aplomb et le côté absurdo savoureux des dialogues. Eh bien, en fait, à chaque fois que j'arrivais avec un nouveau nom de personnage, j'étais comme, quand même, elle a osé, elle a osé. Elle ose, c'est burlesque, c'est gros, mais ça marche, c'est bien construit. Les personnages sont crédibles dans leur absurdité. Et finalement, au bout du compte, ça demeure une enquête littéraire. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Donc, sous des dehors de grandes comédies sympathiques, c'est une vraie enquête littéraire sur qu'est-ce qui ont, bon, selon Pierre Bayard, qu'est-ce qui était le mystère du Petit Prince. Donc, quel élément dans le Petit Prince cachait quelque chose que l'auteur n'avait pas voulu soit mentionner ou détailler, ou quelque chose qui ne fonctionnait pas, ou un enchaînement qui était comme une entourloupe un peu pour le lecteur et tout. Et ce qui finalement ressort de ça est quand même... ça fait un choc. On n'est pas vraiment capable, après ça, en tout cas dans ce qui me concerne, d'oublier ce à quoi ça nous a fait penser, comment ça nous fait voir le Petit Prince dans un angle
complètement différent. À la limite, les pieds dans les airs, la tête en bas, mais en même temps, ça fait complètement du sens. Puis c'est assez pour que je me dise, je vais regarder si c'est vraiment une théorie d'interprétation littéraire qui a été mise de l'avant. Ça fonctionne, ça fonctionne. En plus, dans ce livre-là, puis là, je regarde à cause de la couverture, mais il y a quelque chose dans ce livre-là, finalement, ça se passe dans l'endroit où, ben, ça se passe dans différents lieux, là, mais certains endroits, puis qui sont un peu stratégiques, c'est les moments dans le bloc appartement, en fait, où réside Pierre Bayard. Puis il y a une petite ambiance de Only Murder in the Buildings. Euh, Only Murders, Only Murders in the Building, pardon, la fameuse série là, euh, qui met de l'avant, en fait, Selena Gomez, Martin Short et Steve Martin. Si vous avez jamais écouté cette série-là, ça vaut la peine. Mais bref, c'est cette espèce d'humour-là qui est comme à la limite clownesque, mais qui est comme juste, c'est particulier parce que, a priori, quand quelque chose est gros comme ça, on a tendance à dire ça va être trop, ça va me taper ses nerfs. Non, ça fonctionne absolument. C'est comme si les personnages se prenaient pas au sérieux, mais comme je vous disais, ils sont sérieux dans leur mission, dans leurs ambitions, dans leur drive littéraire, dans ce qui va les mener au bout de l'intrigue. Et même dans les personnages principaux, il y a quand même quelque chose qu'on va comprendre seulement en plein milieu du livre et qui est quand même majeur et qui prouve qu'on se fait berner complètement, alors que techniquement, l'autrice n'a pas nécessairement nous a pas volontairement trompé, c'est juste qu'on n'a pas nécessairement comme lecteur poussé l'analyse aussi loin. On a pris pour acquis beaucoup de choses. Donc, j'en dirai pas plus, ça fait partie aussi du plaisir. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est par rapport aux personnages principaux. Et il y a déjà 2 autres tomes qui sont prévus. Là, le prochain, ils sont sortis, en fait, même, je pense. Le second, c'est sur l'affaire Peter Pan. Puis le troisième, c'est sur la petite sirène. J'ai échangé avec une de mes compatriotes littéraires. Bonjour Sophie. Justement par rapport à ça. Et je me disais juste, j'ai adoré ça. C'est un coup de cœur. Je le recommanderais sans hésiter à quelqu'un qui adore lire, qui a lu quand même beaucoup. Donc, qui peut un peu comprendre tous les clins d'œil qui sont même au niveau stylistique, donc la forme qui est employée, le type de phrases qui sont créées, le type de figures de style qui sont utilisées, mais aussi des référents un peu littéraires. Donc, tous ces gens-là qui aiment les mots, qui aiment les livres, qui aiment naviguer à sens contraire dans un livre connu, je leur recommanderais. La seule chose que j'ai quand même, je pourrais avoir le seul mini bémol, mais c'est pas un bémol, mais bon, disons que je vais quand même être transparente. La seule chose que je me dis, c'est que techniquement, c'est quand même présenté comme un roman jeunesse. Si les personnages agissent comme des jeunes candides, il y a quand même 2 des personnages principaux qui ont 12 et 13 ans, puis que les personnages, en fait, qui sont adultes, agissent quand même avec beaucoup de candeur, finalement, pour des adultes. Ça demeure que comme il y a des 2e et 3e niveaux de compréhension, parce qu'il y a quand même des référents que ça nous prend pour vraiment rire de tous les niveaux d'humour qui sont proposés, d'humour et d'audace et d'aplomb et de verve et tout ça. Je me suis juste dit, est-ce que le public cible peut vraiment en profiter pleinement? En même temps, c'est pas grave, là, je veux dire, chaque enfant est différent, puis chaque humain est différent, chaque lecteur est différent, mais j'ai l'impression que c'est pas exactement pour le public cible. Ça a été pensé pour ce public cible-là, donc on a adapté les points de vue. On a quand même des points de vue, dans le fond, d'enfants et pré-ados. On a des points de vue d'adultes, mais qui ont quand même le cœur très jeune, disons. Le rythme de lecture est assez rapide. Les chapitres sont assez courts. Les péripéties sont nombreuses. Il y a énormément de revirements de situation. Par contre, l'univers est quand même, comme on finit par essayer de faire une analyse dans notre enquête, en fait, c'est un peu une analyse du Petit Prince. Ça nous amène quand même à un niveau qui est différent peut-être que pour le public potentiellement cible. C'est pas impossible, juste, il y a peut-être quand même ça qui est là. Puis après, bien évidemment qu'il y a aussi juste des couches d'humour que je pense que je sais pas si, mettons par exemple, je pense que c'est quand même pensé comme du 9-12 ans. Tout dépendant des jeunes, de leur niveau, de leur aisance avec la lecture, de ça fait combien de temps
qui lisent, est-ce qu'ils aiment ça lire, est-ce qu'ils aiment ça découvrir des choses, ben la réception risque d'être différente. Cela dit, il y a quand même beaucoup de péripéties, fait que je pense que à la limite, quelqu'un qui, un jeune qui lirait ça, puis qui le prend au premier niveau, c'est amusant quand même. Sauf que, mettons, pour vraiment profiter à 110% de ce délice de Clémentine Beauvais, je me disais quand même que peut-être que le 9-12 ans n'était pas nécessairement exactement le public idéal, mais pourquoi pas. Et puis, ben, en échangeant justement avec Sophie, ben, c'est vrai que c'est peut-être plus pour un public qui est déjà un aficionado, en fait, de la littérature, donc peu importe quel type de passeur littéraire que c'est. Mais vraiment, boudez pas votre plaisir. En plus, l'intérieur est quand même intéressant. Comme je vous dis, il y a quelques illustrations. Mais quand même, quand je regarde ça, il y a quelques illustrations, mais c'est pas sont pas si nombreuses que ça, les illustrations. Mais les chapitres sont courts. Il y a des sous-titres à chaque chapitre, donc ça nous donne quand même un petit peu aussi une idée où ça s'en va. Donc ça peut aussi aider à la compréhension. Mais vraiment, j'ai trop aimé ça. Puis mon autre questionnement que j'avais, c'était juste par rapport à moi, c'était j'ai envie de lire les autres. Je veux lire les autres. En même temps, je me suis dit, est-ce que j'imagine que ça va être une formule qui se répète. Est-ce que ce bonheur-là de découverte, ce côté émerveillé, comme je disais justement à Sophie, ce côté émerveillé-là que j'ai eu en lisant, émerveillé comme une gamine qui a trop de plaisir, là, genre vraiment à ce point-là, est-ce que ça va perdurer pour le deuxième tome? Je sais pas. En même temps, j'ai comme le goût d'essayer. Puis là, on me souffle à l'oreille dans mon oreillette sophieliesque que peut-être que le deuxième, si les personnages reviennent, ça demeure quand même une approche qui est différente un peu quand même. C'est-à-dire que j'imagine que les codes vont rester un peu, mais c'est quand même un roman assez différent. Donc, est-ce que je pourrais à ce moment-là, le plaisir pourrait demeurer aussi vibrant? Ben, j'ai envie de le risquer. Donc, j'avais acheté le premier. Je serais tentée d'acheter les autres, mais peut-être que je vais les prendre à la bibliothèque. Je verrai. Puis si j'aime vraiment ça, ben j'aurai les trucs dans ma bibliothèque. Mais en tout cas, j'ai attendu avant de le lire. J'ai aucune idée pourquoi. Je sais pas, j'avais comme. Mais là, absolument, définitivement, c'est un incontournable à partir de maintenant. Donc, j'ai adoré. Je vous le suggère. Ensuite, ben là, vous allez l'avoir à la fin de la semaine de relâche, mais au Québec. Mais en tout cas, si jamais vous avez encore envie de juste décompresser après la semaine de relâche, parce que c'est pas toujours évident pour tout le monde, ça pourrait être une bonne façon. Sinon, j'ai reçu quelque chose. En fait, je m'étais commandé un petit quelque chose en fonction justement de ma pièce à lire du Mars au féminin, parce que c'est un livre que j'ai toujours voulu obtenir, mais que j'ai pas trouvé nécessairement en usager et que j'ai ajouté à ma pièce à lire. C'est absolument, je prends les pièces à lire avec des livres que j'ai dans ma bibliothèque à lire, parce que j'en ai comme vraiment énormément. Mais celui-là, je t'ai fait une exception, puis je l'ai acheté, donc je vais ouvrir ça avec vous. Voilà. Oh, j'ai un petit moment, un petit endroit facilitant. Attention aux oreilles. Je sais pas trop comment ouvrir ça, mais bon. Je sais pas comment ça peut... Ah, voilà. Ma capacité de compréhension de design n'est pas très élevée. C'est un bon design, c'est juste moi qui ne comprends pas bien. Alors, il s'agit de... Est-il abîmé? Non, c'est correct. C'est juste parce que c'est une toile. Ah, il est quand même un petit peu abîmé à l'arrière. C'est pas grave, on va s'en remettre. Donc, il s'agit de Agnes Grey, donc d'Anne Bronte, que je vais lire dans le cadre du Mars au féminin, que je vais sans doute écouter en mode livre audio, mais que j'avais vraiment envie de découvrir. C'est un roman qui est quand même, ben là, je dis pas très long, mais juste pour vous donner une idée, regardez la densité de cette édition au niveau des pages quand même. Mais bon, c'est une édition à l'ancienne, là, je sais pas si vous les connaissez, c'est chez Macmillan Collector's Library, avec à l'intérieur un effet très vraiment édition ancienne. Je vais essayer de me cacher la face pour que vous voyez quelque chose. Donc voilà, mais bref, c'est 230 pages, mais bien serré. Donc voilà. Donc celui-ci, ça sera dans ma... Il va s'ajouter justement à ma pièce à lire de Mars au féminin. Mais c'est un excellent départ pour ce défi du mois de mars. Et bien là, ben écoutez, c'est ma troisième lecture de la semaine. Je vais essayer de me trouver un petit quelque chose rapide. Je sais pas trop où j'en suis dans la durée du vlog. Je vais regarder ce que je fais. Si je me trouve quelque chose de rapide, je vais peut-être avoir ça un peu en complément de ce vlog-ci. Puis sinon, ben, peut-être que je vous reprendrai juste pour le clore.
pour conclure, en fait, ce vlog-ci. Mais ben voilà, je vais juste vous parler quand même de mon coup de cœur total de Clémentine Beauvais. Alors, bien heureuse, ça fait ma semaine, comme on dit. Alors, à tout de suite! Bonjour vous autres. Alors, on est le jeudi 5 mars. Pause repas et petit coucou pour vous dire que j'ai vraiment tergiversé pour une prochaine lecture. De toute façon, je voulais avoir une lecture audio, donc c'était pas nécessairement juste pour le vlog. Puis je m'étais dit, j'essaie quand même de lire des autrices pendant tout le mois de mars, même si c'est pas des autrices, des titres qui sont tirés de ma pioche à lire du Marceau féminin. Puis là, j'avais plusieurs possibilités. J'avais potentiellement le dernier tome de la trilogie du Bastan de Dolores Redondo. J'avais potentiellement le tout récent roman de Joanna Gustafsson et Thomas Engler. Bon, ça, par contre, c'était un duo homme-femme, mais bon, ça va aller quand même. Et ben là, dans le fond, il y a aussi que pour le mois de mars, il y avait aussi la lecture proposée par le fameux défi littéraire Read Christie 2026. Et ce mois-ci, la contrainte de lecture, c'était de lire un des Agatha Christie qui a le plus eu un impact sur nous dans notre temps, dans les premières lectures qu'on a faites d'Agatha Christie. Et le titre qui était suggéré, c'était de leur côté, c'était Murder on the Orient Express, donc le crime de l'Orient Express. Et écoutez, je dois dire, j'essaie de regarder un peu qu'est-ce qui avait marqué mon enfance, parce que moi, je les ai lus tous chez ma grand-mère. Elles avaient dans les vieilles éditions Le Masque avec les couvertures un peu louches et figées vintage. Je me souviens que le premier, il me semble, qui m'avait marqué, c'était pas le major qui parlait trop. Mon Dieu. Je vais vous remettre la vignette parce que là, ça ne me revient pas. Mais ça se passait dans une tempête de neige. Alors qu'il y avait potentiellement deux grands amis de toujours qui se rencontraient pour une soirée et finalement on retrouve un des deux amis décédé le lendemain, assassiné, et va s'en suivre en fait une enquête avec différentes personnes qui tournent autour de, de ces deux amis-là, des gens qui sont là de façon ponctuelle ou qui sont là de façon plus permanente. Bref, ça m'avait gros marqué. Et il y avait aussi eu... c'est pas que ça ne me revienne pas. Parce que, c'est 5h25. C'est ça. 5h25 en français. Mais en anglais, ça ne me revient pas parce que j'ai lu en français à l'époque. Et ensuite, il y avait eu, bien entendu, Ils étaient 10, qui, à l'époque, avait un titre de traduit en français qui n'est plus d'actualité aujourd'hui, mais en fait en anglais, And Then There Were None, et bien entendu, Le crime de l'Orient Express. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. De toute façon, c'est sûr que ce sont des classiques que j'ai lus souvent. Le crime de l'Orient Express, je l'ai lu quand même souvent. J'en ai vu en adaptation. Mais là, j'étais comme, OK, peut-être que je pourrais regarder. Finalement, je me suis arrêtée sur celui-là parce que la version audio qui était disponible était lue par nul autre que David Suchet, qui est l'acteur qui a incarné pour la plupart des gens, et pendant très longtemps, le personnage d'Hercule Poirot dans les adaptations qui ont été faites pour la BBC, des romans d'Agatha Christie. Donc, autant j'aime You... je me souviens plus de son nom, mais You... je vais mettre son nom. Celui qui jouait justement le personnage d'Hastings dans ces adaptations-là. Mais autant, c'est la première fois que j'écoutais vraiment David Suchet jouer autrement que le personnage d'Hercule Poirot. Puis je me demandais si la version audio, j'étais curieuse de voir comment ça allait se passer. Et finalement, ça se passe vraiment bien. Je savais, là, parce que je pense que c'est un acteur et un acteur de théâtre, un comédien aussi au théâtre. Il est tellement versatile. Les voix qu'il fait, c'est excellent. En plus, il y a différentes nationalités dans ce roman-là. Mais en aucun cas, on a l'impression que c'est seulement Hercule Poirot qui nous raconte l'histoire. Donc, absolument, totalement bien fait. Je ne ferai peut-être pas l'affront de vous redire quelle était l'intrigue du crime de l'Orient Express. En même temps, peut-être que certains d'entre vous ne la connaissent pas, mais en gros, c'est Hercule Poirot qui est allé régler des problématiques au Moyen-Orient et qui doit revenir d'urgence à Londres en prenant le moyen de transport à l'époque qui était assez rapide et luxueux, qui était l'Orient Express.
il va se retrouver dans un wagon en fait plein, qui était peu rare pour le moment où ça va se passer, avec plusieurs passagers de différents horizons et classes ouvrières et origines. Et ils vont être pris dans une tempête de neige. Et malheureusement, le lendemain matin du premier moment où ils sont arrêtés par la tempête de neige, parce que la neige a bloqué les voies, il y a un des passagers qui est retrouvé assassiné dans sa cabine, et il était assassiné par plusieurs coups de couteau. Donc, comme ils sont en ce moment dans un endroit où c'est pas super évident par rapport à la police ou aux autorités, dans le fond, le chef de train, qui est aussi quelqu'un qui connaît bien Hercule Poirot, va lui dire, ben écoute, pourriez-vous résoudre la situation pour que quand on va arriver puis que les autorités soient là, on puisse leur présenter en fait la solution, dans le sens de leur dire, ben voici ce qui s'est passé et voici le meurtrier ou meurtrière. Donc, Hercule Poirot va se lancer dans cette enquête-là. On est bien entendu dans le classique du huis clos, un huis clos qui est forcé par la température. On va apprendre à découvrir les différents personnages, qu'est-ce qu'ils veulent bien nous laisser découvrir, éventuellement, qu'est-ce qu'ils ont dans leur bagage personnel. C'est un des Hercule Poirot qui est bien construit, évidemment. Donc, ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment doudou là, d'écouter ça. Alors voilà, c'est ma lecture en cours. Ce sera la dernière du vlog, bien entendu. Je vous en parle dès que j'ai terminé. Et puis, ben c'est ça. À tout de suite! Bonjour vous autres, alors on est le samedi 7 mars et comme d'habitude c'est l'après-midi, je suis de retour du boulot et je viens vous parler du livre que dont j'ai terminé l'écoute hier soir, donc le fameux Murder on the Orient Express d'Agatha Christie, donc le crime de l'Orient Express en français. Bon, écoutez, c'est sûr que c'est une situation particulière parce que je connais énormément cette histoire. Je l'ai lu, je l'ai relu, j'ai vu les différentes adaptations télévisuelles et ou cinématographiques. Donc, même s'il y a beaucoup de changements dans les adaptations, ça demeure que les éléments principaux sont là et que ce roman-là particulier d'Agatha Christie fait partie de ceux dont à la fois la forme narrative et les acteurs principaux de l'intrigue. Dans le fond, le crime en tant que tel, comment ça va se développer, comment, au bout du compte, on va avoir la solution, qu'est-ce que sera la solution. Tout ça est quand même assez original, assez... En tout cas, ben maintenant, on est habitué, mais à l'époque, quand c'est sorti, ça a dû vraiment être quelque chose qui était comme, peut-être pas inédit, mais ça a dû surprendre. Donc, tous ces éléments-là, qui en temps normal, pour quelqu'un qui n'aurait pas lu ce roman-là, ben, font contribuer au fait, bon, de l'émerveillement et de la fascination et tout ça. Ben, moi, c'est sûr que c'était un peu usé, disons, cette partie-là d'émerveillement. Par contre, je continue toujours à admirer la tranquille rigueur avec laquelle il semble que Agatha Christie a écrit ce roman-là. C'était pas évident, une construction pas évidente. Une très grosse brochette de personnages qui jouent dans les eaux des caricatures, mais éventuellement on comprend un peu pourquoi. On en apprend un tout petit peu sur chaque personnage, suffisamment pour s'y attacher ou pas s'y attacher, mais en tout cas suffisant pour se dire qu'on a peut-être l'impression qu'on peut savoir qu'est-ce qui s'est passé, jusqu'à ce qu'évidemment Hercule Poirot nous arrive avec cette fameuse rencontre finale où tout le monde est confronté à ses déductions. Et ce qui est intéressant dans ce roman-là aussi, c'est que la fin, c'est une fin qui donne une fin pas ouverte, mais presque pour un Agatha Christie. Et c'est une fin légèrement morally grey, ce qui n'est pas non plus quelque chose de courant chez Agatha Christie. Donc, voilà, j'ai vraiment adoré, mais ce que j'ai le plus apprécié, c'est cette interprétation magistrale, et là, je pèse même pas mes mots, je dis, c'est sûr, c'est au minimum magistral, de David Suchet, mais quelle interprétation! J'avais l'impression d'être assise dans une salle de théâtre avec David Suchet qui me racontait
un one-man show de, je me souviens plus c'est quoi le nombre d'heures, 9 heures à peu près, il me semble que c'est ça, 9 heures, non, peut-être c'est moins, 6h42, mais peu importe, mettons 7 heures de one-man show, qu'il fait toute la bande des personnages en ayant des traits distinctifs, mais pas nécessairement caricaturaux, en ayant une voix aussi de narrateur qui est une voix neutre, en ayant différents accents à faire, et qu'on tombe pas nécessairement dans le ridicule. L'interprétation des émotions, particulièrement des personnages féminins que David Suchet était amené à jouer, était touchante au possible. J'étais émue, c'était vraiment impressionnant. Et j'ai jamais vraiment ressenti ça. Bon, même avec les Hugh Fraser de ce monde. C'est Hugh Fraser, le nom du fameux comédien qui faisait Hastings et dont j'aime beaucoup la narration habituellement. Vraiment, David Suchet nous propose quelque chose de... une bonne grosse coche en haut de tout ce que je connais. Ne serait-ce que pour ça, c'est sûr que si vous ne lisez pas en anglais, ça va être un peu plus compliqué parce qu'en plus, il y a différents accents et tout, mais ne serait-ce que si vous connaissez un peu l'histoire de Murder on the Orient Express, je ne peux que vous conseiller cette version-là. Ne vous privez pas de cette version-là, c'est tellement excellent. C'était un délice, un bonheur de... Ben, moi, j'ai étudié en théâtre aussi, mais c'est un bonheur d'apprécier à quel point le travail de l'acteur a été fait. On est vraiment devant un grand acteur cette fois-là. Pour passer comme ça d'un personnage à l'autre, sans s'égarer, sans, comme je vous disais, s'appuyer sur des choses qui sont trop soulignées à grands traits. Oui, il y a des choses qui sont distinctives parce que c'est nécessaire. De toute façon, dans le livre, c'est très distinctif aussi. Là. Agatha Christie n'est pas allée dans la nuance, mettons. Elle est allée vraiment avec... c'est bon, c'était ça un peu aussi. Mais là, les émotions qu'il a réussi à faire passer, c'est... Ah, c'était là... Il y a des choses que je me disais, il me semble que j'ai jamais été aussi émue par certains passages de ce... Et c'était pas... C'était extrêmement bien dosé, dans le sens où il y a eu certains passages qui étaient émouvants, qui étaient tout à fait en phase avec ce que pouvait générer chez le personnage, les événements qui se passaient ou ce qui était relaté ou les éléments du passé qu'on ramenait un peu dans le cadre des interrogatoires. Mais c'était pas l'ensemble de la narration qui était comme over the top. C'était pas de l'émotion partout en se disant qu'il faut que ce soit absolument vivant. Au contraire, c'était nuancé. Il y a des moments qui étaient plus neutres, il y a des moments qui étaient plus business as usual. Puis il y a ces moments-là qui étaient touchants puis qui étaient troublants parce que c'est un roman, encore une fois, où on a des points de vue très différents de différentes personnes et que tout au long du roman, le lecteur se pose la question, ben à part se fier à Hercule Poirot, mais pour les autres personnes, est-ce qu'on peut s'y fier ou pas? Bon, vous allez me dire, c'est toujours le cas dans un roman policier, mais là, particulièrement. Donc, voilà. Alors, adoré ce roman-là. Je l'ai terminé. Ce sera le dernier de ce vlog-ci qui va se conclure en beauté. Voilà, j'espère que ça vous a plu cette semaine-là avec moi. Mon marceau féminin est bien entamé. Tout va bien jusqu'à maintenant, même si ça, c'était pas dans ma pioche à lire. Mais bon, Agatha Christie étant une autrice, allons-y. Et ben voilà, nous, tout ce qui nous reste à faire, c'est de se dire que tout bientôt, on se retrouve. Hein. J'espère que vous allez avoir des lectures inspirantes, en tout cas, pour les prochaines semaines. Puis ben, nous, on se dit à la prochaine!